Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon sujet à propos des sectes. J'espère que le premier épisode vous a plu. Comme promis, en fait, dans cet épisode, je vais un petit peu plus vous parler de sectes en particulier. Donc je vais prendre plusieurs exemples de sectes extrêmement célèbres qui sont malheureusement toutes mal terminées. Et puis on va étudier un petit peu ensemble ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est la relation à l'intérieur de la secte entre les adeptes et le gourou, les mécanismes en fait qui ont fait qu'on en est arrivé jusqu'aux tragédies. Mais c'est un angle un petit peu particulier que je décide de prendre puisque je ne vais pas forcément vous raconter vraiment l'histoire de la secte, en tout cas l'histoire pour laquelle elles sont connues. Donc évidemment je vais devoir un petit peu parler de certains aspects qui sont célèbres, mais je vais pas forcément entrer dans les détails, je vais pas forcément vous donner beaucoup d'éléments à propos des crimes en particulier qui ont pu se passer ou des scènes de crimes. Je vais plutôt vraiment rester dans cette sphère plutôt psychologique. Évidemment, si jamais ça vous intéresse, je peux tout à fait prévoir de faire des vidéos pour vous parler beaucoup plus des affaires en tant que telles. Du coup, j'espère que ma manière de faire va vous plaire et que ça vous intéressera. On va pas perdre plus de temps dans cette introduction. Installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et c'est parti. Pour mon tout premier exemple, je vais vous parler du Temple du Peuple et je pense que c'est l'histoire de secte la plus célèbre au monde. C'est vraiment celle qui a le plus marqué les esprits quand on a découvert cette horrible tragédie, puisque ça s'est terminé dans un bain de sang et ça a vraiment contribué à mettre les sectes sur le devant de la scène et puis à les faire connaître, mais d'un aspect très négatif. Alors le Temple du Peuple, il a été fondé par Jim Jones et je voulais vous parler un petit peu de ce personnage. Jim Jones, du coup, il a vraiment eu une enfance hyper religieuse, de ce que j'ai lu. Depuis tout petit, il s'est vraiment investi dans son église et il était du genre, à peine 10 ans, à aller prêcher dans l'église, mais aussi dans la rue pour aborder des inconnus et essayer de les convertir. Et quand il est arrivé à peu près aux alentours de la vingtaine, il a eu comme une période de grosse remise en question, donc il a complètement tourné le dos à l'église et il s'est plongé dans des livres pour s'intéresser plus particulièrement au communisme. Il faut savoir que Jim Jones, il était très sensible aux problématiques, que ce soit de pauvreté, de justice sociale, de politique, etc. Donc voilà, il a vraiment décidé d'énormément s'intéresser à ce courant de pensée-là. Et puis après s'être beaucoup intéressé au communisme, finalement il retourne vers l'église et il décide de devenir pasteur et il a expliqué plus tard que c'était une volonté de sa part d'introduire le marxisme au sein de l'église. Il a donc commencé à créer son propre mouvement qu'il a appelé le Temple du Peuple et c'était vraiment quelque chose de plutôt très bien. C'était une très bonne église, elle était très investie contre les injustices. Jim Jones, il a notamment créé un centre de loisirs pour les enfants sans aucune distinction, que ce soit au niveau de la couleur de peau ou de religion, donc c'est quand même assez novateur dans ces années-là. Et puis également, il commençait à faire des sortes de comme mise en scène, un peu spectacle, où il guérissait des gens de manière assez miraculeuse. Alors assez rapidement, le Temple du Peuple il commence à avoir beaucoup de succès, un succès vraiment grandissant et c'est un petit peu là que ça commence à coincer parce que Jim Jones il va un peu prendre la grosse tête, ça va un peu trop lui monter au cerveau tout ce succès là et il va développer ce qu'on appelle en psychologie des idées de grandeur, donc c'est-à-dire qu'en fait il commence à dire qu'il est la nouvelle incarnation de personnes comme Jésus ou Bouddha, donc des sortes de divinités, ou encore de personnes extrêmement importantes au niveau historique, et lui il disait qu'il était affilié
à Lénine. Jim Jones, he's not God, he's only a man. And when many people placed him in the God-like role, he then believed it. That's the tragedy of Jonestown. Et puis comme je vous l'ai dit, il soigne des personnes de manière un peu miraculeuse et il commence à accomplir en fait des véritables miracles. Donc là il se met en scène et il se donne un côté complètement divin. Jim Jones had the ability to be able to reach people on whatever level and to address the needs and concerns of individuals at any given point in time. Alors bon, au final, on pourrait se dire que c'est pas très grave, quelqu'un qui a un peu le succès qui lui monte à la tête parce qu'il fait des choses hyper bien comme le faisait Jim Jones. Le souci, c'est qu'en fait, apparemment, c'était quelqu'un de vraiment très ambivalent. Ça veut dire que si on abondait dans son sens, c'était vraiment un amour, il n'y avait aucun problème avec lui. Mais si on commençait un petit peu à s'opposer à sa volonté, bah là il pouvait devenir assez violent, voire tyrannique. Il faisait vraiment peur à certains de ses adeptes. Il y a eu des scènes apparemment où il était quand même très très dur avec des enfants. Il les punissait en utilisant des électrochocs, donc c'était quelqu'un de vraiment très très violent. Et puis envers les adultes, il avait tendance à être extrêmement rigide psychologiquement et à leur mettre une grosse pression sur eux. À cause de ça, Jim Jones commence à être un petit peu contesté parmi les membres du Temple du Peuple et il va prendre la décision en fait de déménager, donc ça se passait aux États-Unis, et il décide d'emmener tous ses fidèles à Guyana en Amérique du Sud où il fonde sa propre ville qui s'appelle Jonestown, donc issu de son propre nom. Vous noterez un petit peu l'ego surdimensionné. Et en fait, il leur promet un endroit totalement paradisiaque. Il leur dit qu'il va créer une communauté agricole complètement utopique où tout le monde sera l'égal de l'autre, où tout le monde pourra vivre en communauté et en paix. Mais le problème, c'est qu'une fois arrivés là-bas, les gens se rendent compte que c'est pas du tout la ville basée sur les principes socialistes qu'il avait décrits, mais c'est plutôt ce qui ressemble à un espèce d'énorme camp de concentration selon certains. En tout cas, c'est un espèce d'énorme bidonville qui est totalement surchargé. C'était prévu pour un certain nombre de personnes et ils sont à peu près 3 fois plus à l'intérieur. Ils n'ont même pas suffisamment de quoi se nourrir. Et là, le gros problème, c'est qu'ils se retrouvent tous coincés puisque Jim Jones leur a pris leur passeport, il leur a confisqué. Donc ils sont coincés en Amérique du Sud et ils ne peuvent plus rentrer chez eux. It was not paradise, it was a concentration camp, it was hell, it was a plantation, and there was things going on that I knew were totally ungodly and inhumane. Alors là, on est vraiment mis devant le cas de la secte, j'ai envie de dire, assez classique, avec le gourou qui tient ses adeptes d'une main de fer en utilisant la peur, en les menaçant sans arrêt. Enfin, c'est vraiment le côté totalitaire, strict. Il leur laissait pas du tout de liberté, il les a totalement isolés aussi, ses adeptes, du reste du monde, de la société. Il les a un peu forcés en fait à s'éloigner de leur famille en partant en Amérique du Sud. Et puis ensuite il s'est bien arrangé pour tout contrôler, donc que ce soit par les nouvelles qu'il recevait, c'était entièrement filtré par ses soins. Pareil pour les échanges de lettres et de choses comme ça, c'était toujours lui qui surveillait pour être bien sûr qu'il gardait le contrôle sur sa communauté. Il a fini par les isoler dans la jungle, où il filtrait et surveillait leur moindre communication. Ils avaient accès à des informations via un système de haut-parleurs. Mais il n'y avait ni journaux, ni télévision. Rien qui ne soit sous le joug de Jim Jones. Cette histoire, elle s'est terminée en 1978 dans un énorme bain de sang. Il y a eu plus de 900 morts à Jonestown, principalement des personnes qui s'étaient suicidées. Donc il y a eu un espèce d'énorme suicide collectif où ils ont tous bu une sorte de boisson empoisonnée, il me semble. Et les personnes qui n'ont pas voulu boire cette boisson, ce poison-là, qui ont cherché à s'enfuir, ils ont été abattus à coups d'armes à feu. Donc il y a vraiment eu un total carnage et pas énormément de survivants par rapport à cette communauté qui était vraiment énorme. C'est juste horrible ce qui s'est passé. Et vraiment c'était une secte qui fonctionnait sur un schéma assez basique comme j'ai pu vous le décrire dans le premier épisode. Donc avec
des personnes qui ne se sentaient plus psychologiquement libres de partir, plus capables, parce que Jim Jones leur faisait quand même vraiment croire qu'il était la seule personne à pouvoir les aider et à pouvoir les rendre meilleurs, et du coup ils avaient trop peur de partir et de se retrouver livrés à eux-mêmes. Et comme en plus c'était quelqu'un de vraiment violent, effectivement ils avaient peur d'avoir des représailles, que ce soit leurs enfants, leur famille, eux-mêmes, et à juste titre, puisque comme on peut le voir, quand ils ont cherché à fuir et qu'ils n'ont pas accepté de participer au suicide, eh bien ils ont été abattus. Même si cela paraît absurde, ils avaient peur de ne plus être sous sa protection. Et à juste titre, ils craignaient d'être punis et de s'opposer à lui. Pour mon deuxième exemple de secte, aujourd'hui j'ai choisi l'ordre du Temple solaire. C'est une secte, vous allez voir, qui repose sur des mécanismes complètement différents. L'OTS, il est né lors de l'association entre deux gourous qui s'appelaient Joe DiMambro et Luc Jouret, qui ont en fait repris un ordre qui existait déjà. C'était un ordre de genre un peu templier dans ce délire-là. Et donc au décès du gourou de cet ordre-là, ce sont eux deux qui ont repris le groupe et qui l'ont renommé l'ordre du Temple solaire. Cette secte-là, elle était présente à la fois sur le territoire européen, notamment en Suisse et un petit peu en France, mais aussi du côté du Canada. Et donc Joe DiMambro s'occupait plutôt du côté suisse et Luc Jouret un petit peu plus du côté canadien. Les deux gourous, ils se répartissaient aussi leur rôle. Donc DiMambro, c'était plutôt celui qui s'occupait de tout ce qui était au niveau de l'organisation, et Luc Jouret, lui, c'était le personnage plus charismatique. C'était lui en charge notamment de faire les grands discours et puis aussi d'apporter une semblant de crédibilité scientifique. L'amour implique qu'on ne compte pas, tout en étant sûr qu'on manquera de rien. Et puis il y a un troisième homme qui s'est ajouté. Alors lui, il n'était pas vraiment gourou, mais il fait quand même partie des têtes un petit peu leader du groupe, qui s'appelle Michel Tabachnik. Et lui, c'était en fait un chef d'orchestre qui était très très reconnu, donc il apportait un petit peu ce côté prestigieux à la secte. Donc je vous avais parlé dans le premier épisode, le fait d'avoir quelqu'un de connu et de reconnu, ça aide aussi à donner de l'importance à la secte. Et il a aussi apporté le côté un petit peu ésotérique, parce qu'il avait beaucoup lu de choses à ce sujet-là, et donc il avait un petit peu ses idées fantaisistes et tout ça. L'ordre du Temple solaire, il a pu exister et tenir grâce à en fait, l'extorsion de l'argent des adeptes, puisque on voyait bien que les gourous, ils avaient un sacré beau train de vie, ils pouvaient voyager autant qu'ils voulaient, ils avaient des belles voitures, des belles affaires, etc. Et en fait, ce qu'ils disaient, c'est que tous leurs membres devaient leur donner absolument tous leurs revenus, que ce soit leur salaire ou des rentes ou quoi que ce soit. Ils donnaient tout leur argent à la secte, ils leur confiaient en fait, et en échange, ils étaient logés et nourris, et ils avaient comme un petit peu d'argent de poche pour s'acheter des trucs, mais le principe principal de toute leur fortune, ils la remettaient à l'ordre. Une pompe à fric. C'est bien ce qu'est devenu l'OTS dans les années 80. Séduits par Jouret et Tabachnik, maintenus sous pression par DiMambro, les adeptes affluent. Tous donnent une grande partie de leur salaire lorsqu'ils ont un emploi, ou travaillent d'arrache-pied pour la secte dans une des fermes biologiques montées par DiMambro au Canada. Pour être bien certain que les adeptes les croient à fond, les gourous, ils ont commencé à mettre en scène des apparitions saintes. Plusieurs fidèles, ils ont rapporté après coup avoir été témoins de manifestations ou matérialisations d'objets ou de personnes religieux et saints. Notamment par exemple, ils disaient qu'ils entendaient parfois au cours de certaines cérémonies des coups qui venaient comme dans le plafond ou dans les murs, et les gourous pouvaient communiquer avec les dieux comme ça, donc un peu à la manière, je sais pas, d'une séance de spiritisme. Il y en a même certains qui témoignent vraiment qu'ils ont vu apparaître les grands maîtres, le Saint Graal, l'épée Excalibur, les 12 apôtres et même le Christ. Bien entendu, tous ces moments d'échange avec les dieux, ça leur apportait des messages apocalyptiques comme quoi la fin du monde était en train d'arriver et qu'il fallait se préparer à ça.
Alors toutes ces apparitions c'était bien entendu des trucages qu'avaient mis en scène Jody Mambro et Luc Jouret pour faire apparaître des effets de lumière sur une personne ou avoir des personnages qui comme sortent de la fumée ou des choses comme ça. Et certains adeptes sont quand même rendus compte qu'il y avait des choses bizarres. Par exemple, certains ils témoignaient, ils disaient que ça leur avait quand même un petit peu posé question parce que quand il y avait une sorte de dieu, donc le grand maître qui arrivait et qui marchait, ils entendaient le parquet sous ses pieds qui grinçait. Donc c'est un peu bizarre parce que normalement un dieu, c'est un esprit et c'est pas censé avoir du poids et faire grincer le parquet. Il y en a d'autres aussi qui se sont dit que c'était un petit peu bizarre parce que Jody Mambro, pendant les cérémonies, il avait comme une petite télécommande dans la main. Mais bon, ils ne se sont pas forcément plus posé de questions que ça. Ou aussi, il y en a d'autres qui ont vu ou même aidé à faire installer des sortes de lumière noire. Donc la lumière noire, si vous ne connaissez pas, en fait c'est quelque chose, quand on l'active, ça va faire briller certains tissus. En général, les tissus blancs, tout ça, ils ressortent un peu comme fluorescents. Donc ça peut effectivement donner l'impression qu'il y a un fantôme si jamais quelqu'un avec un sorte de drap blanc arrive et qu'il s'illumine d'un seul coup au milieu de la nuit. Mais bon, ils ont vu ces choses comme ça. Donc certains commençaient vraiment à se dire que c'était un peu bizarre et tout, mais il y en a quand même d'autres aussi, et c'est ça que je trouve le plus dingue, c'est qu'ils ont vu ces choses-là, ou pas, j'en sais rien, mais ils continuent encore d'y croire, encore aujourd'hui, je veux dire, avec tous les témoignages qu'on a eus sur tous ces effets spéciaux et ces trucages, et il y en a certains qui continuent de dire que si, que notamment Jody Mambro, il avait vraiment des dons particuliers et tout ça, et que ce qu'ils ont vu quand ils ont vu des apparitions et tout, c'était bel et bien réel. Quant aux adeptes, fanatisés, ils suivent de plus en plus aveuglément l'enseignement des gourous. Dans des décors encombrés de miroirs de velours rouge et de statuettes dorées, ils s'extasient devant les apparitions de maîtres de l'au-delà, réalisées par Di Mambro avec des trucages parfois enfantins. À un moment, ils en sont carrément arrivés au stade où Jody Mambro a annoncé l'arrivée d'un nouveau Christ, donc d'un enfant venu de Dieu, et il a fait en fait toute une cérémonie un petit peu spéciale, donc qui était pour célébrer la fécondation cosmique. Donc il y a eu toute une mise en scène et les personnes qui racontent ça disent qu'il a pris une épée qu'il a apposée sur le cou d'une femme qui s'appelait Dominique Bellaton et il y a eu des éclairs et tout ça et qu'ensuite elle est tombée enceinte de cet enfant cosmique là. Dans la réalité, Dominique Bellaton c'était la maîtresse de Jody Mambro et il l'avait mise enceinte quelques semaines avant, donc il a présenté ça comme une immaculée conception. Mais bon, c'était pas exactement comme ça que ça s'est passé. Si on prend cette épée, de ce côté-ci qui a une apparence complètement ordinaire, on retourne l'épée, on se rend compte qu'au bout, il y a une petite lumière rouge. Vous avez un fil qui court tout le long de l'épée. Vous arrivez à un interrupteur et une pile. Dominique Bellaton, elle a porté cet enfant et elle a accouché, sauf que petit problème, en accouchant, ils se sont rendus compte que c'était une petite fille et pas un garçon. Donc ça a un petit peu contrarié Di Mambro qui finalement a décidé d'appeler cet enfant Emmanuel, donc c'est un prénom mixte en fait, et de l'élever comme si c'était un petit garçon. J'ai lu dans des témoignages que la pauvre, elle devait tout le temps porter un casque sur sa tête pour être protégée des impuretés et des choses comme ça. Je sais pas vraiment comment elle a grandi, mais bon, elle a vraiment grandi au sein de la secte et un peu coupée de la société, quoi. Bon, comme vous le savez déjà, vu ce que je vous ai dit, il y a des petits éléments qui ont dû un petit peu vous interpeller, notamment le fait de parler de fin du monde. En fait, à un moment, Luc Jouret, il a commencé à devenir de plus en plus paranoïaque et à parler d'une sorte d'apocalypse et qu'il fallait se préparer, et c'est là que ça commence un petit peu à virer pas bien. Ils ont commencé à se procurer des armes et à se tenir prêts en fait pour la fin du monde. Alors la secte, elle est vraiment devenue connue parce qu'il y a eu plusieurs tragédies à la suite, souvent avec à peu près 1 an d'écart. Ce qui a été le plus important, ça a été plusieurs suicides collectifs quand même très importants, avec pas mal de personnes impliquées dedans.
Mais ça a commencé par une toute première tragédie qui n'était pas un suicide, c'était un meurtre qui a été commandité par Jody Membro. Alors en fait l'histoire est un petit peu étrange, mais vous allez voir, je rentre un petit peu dans les détails pour ça parce que bon, c'est un peu en parallèle, mais je trouve que ça va bien dans la thématique un peu fanatisme religieux. Il y a un couple qui faisait partie de la secte, donc de l'ordre du Temple solaire, qui a eu un enfant, un petit garçon, et ils l'ont appelé Emmanuel, comme Emmanuel, la fille de Dee Membro, qui est censée être la descendante de Dieu. Donc ça a énormément énervé Dee Membro, qui a du coup mandaté 2 personnes, 2 chevaliers, pour aller les massacrer parce qu'il considérait que le petit Emmanuel qui était né était l'antéchrist. Dee Membro, il a donc envoyé 2 personnes au Canada. Il y avait Joël Heger qui était principalement la personne qui s'occupait de faire les trucages dans ses mises en scène, et Dominique Bellaton qui était elle-même la mère de l'enfant divin. Et le couple, il a été tué dans sa maison à coups de batte de baseball et également poignardé, puis la maison a été complètement incendiée. Et le petit bébé Emmanuel, il a été poignardé aussi, et j'ai lu qu'il avait reçu un pieu en fait dans le cœur, exactement comme on le fait dans les histoires de vampires par exemple. Donc je sais pas si c'était la chose à faire pour l'antéchrist. Enfin j'imagine que pour les personnes de la secte de l'ordre du Temple solaire, c'était comme ça qu'ils pouvaient se débarrasser de l'antéchrist. À la suite de ça, donc comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs suicides collectifs. En fait, les personnes ont été retrouvées dans des maisons qui avaient été incendiées, et on a retrouvé les adeptes généralement en cercle dans des pièces. Ils étaient encore vêtus de leur cape. Ils avaient des sacs poubelles ou des sacs plastiques qui étaient noués sur la tête. Et certains s'étaient empoisonnés et certains avaient aussi reçu des balles. Parmi les corps qu'on a retrouvés, il y a eu ceux de Luc Jouret et de Jody Membro, donc pas au même moment. D'ailleurs, il y a assez peu de soutien entre eux, puisque donc Luc Jouret est le premier à être parti, et Dee Membro, il a rédigé une sorte de lettre qu'il a envoyée à tous les membres où il se désolidarisait totalement de Luc Jouret. Il avait notamment dit que c'était un comportement barbare, incompétent et aberrant, et qu'il avait transgressé le code d'honneur et provoqué un véritable carnage. Donc voilà, il a écrit à tous ses fidèles pour leur dire à quel point il condamnait en fait la manière dont ce suicide s'était passé. Donc on ne sait pas exactement pourquoi il a dit ça, mais apparemment il y a quelque chose dans la mise en scène ou peut-être dans le processus qui ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité. C'est vrai que ça ravive des souvenirs, donc les pompiers par exemple ont été fortement choqués de cette intervention, la police aussi, donc on a toujours l'impression en tant que professionnel de pouvoir gérer ces événements, mais dans le subconscient, et puis maintenant, donc c'est vrai que ça ravive des souvenirs d'intervention qui ne sont pas des plus intéressants. Et puis même après la mort des 2 gourous dans des suicides, il y a quand même eu d'autres vagues de suicides qui sont passées, notamment ça a été le cas au Canada, à Saint-Casimir. Donc il y a plusieurs adultes qui ont décidé de se suicider, et en fait c'était ce qu'ils appelaient le transit vers Sirius. Donc eux ils ont essayé en fait de se suicider avec leurs enfants avec eux. Ils leur ont donné des cachets pour tous s'endormir, et puis ensuite ils ont ouvert le gaz. Mais certains enfants se sont réveillés à temps pour pouvoir éteindre le gaz et leur dire que non, eux ils voulaient absolument pas se suicider, donc ils ont dû négocier avec leurs parents, et finalement ils ont pu réchapper à ça, mais les parents eux sont décédés, et c'est grâce aux enfants en partie qu'on peut savoir un petit peu ce qui s'est passé dans leur tête. Donc on sait très bien qu'ils étaient vraiment volontaires entre guillemets pour ces suicides, puisque leur objectif c'était de transiter vers Sirius, donc comme envoyer leur âme vers une autre planète, ou un truc bizarre dans l'espace quoi. Et il y a des personnes qui contestent un petit peu l'origine de ces suicides et qui disent que c'était des meurtres. Personnellement, je pense que dans l'ensemble, c'était
c'était des suicides. Enfin, il y a eu plusieurs choses qui ont été retrouvées. Il y a des lettres, il y a aussi des cassettes audio où on entend les gens parler de ce fameux transit vers Sirius. Et on sait très bien qu'ils savaient de quoi il était question. Je veux dire, c'est pas comme si on leur avait menti. Ils savaient très bien qu'ils étaient censés se suicider pour se réincarner ailleurs. Ils avaient bien compris ça et ils ont quand même décidé de le faire. Et ça, on sait que c'était le cas à la fois au Canada mais aussi en Suisse dans les chalets qui ont brûlé. Après, il y a quand même effectivement quelques détails troublants, notamment certains cadavres, ils ont été retrouvés avec les mains attachées. Donc, s'ils avaient été volontaires, pourquoi est-ce qu'ils auraient eu besoin d'avoir les mains attachées? C'est un peu bizarre. Et malheureusement, il y a plein de preuves et d'éléments qui ont disparu. Très vite, en fait, après la découverte des scènes de crime en Suisse, les autorités elles ont décidé de tout détruire. Elles ont quasiment tout rasé et elles ont détruit en fait plein de preuves à conviction. Donc maintenant on n'a plus tout ce qui aurait été important peut-être pour mener une enquête et savoir exactement ce qui s'est passé au moment de ces drames-là. Alors vous dites aujourd'hui la police n'a pas fait son travail. Eh bien non, moi je peux vous affirmer que la police a fait son travail. Parce qu'une enquête se fait tout de suite, immédiatement après le drame, et je vous l'ai prouvé aujourd'hui, toutes les perquisitions ont été faites et tout ce qui était utile à l'enquête a été saisi. En bref, pour la justice suisse plutôt satisfaite d'elle-même, circuler, il n'y a décidément rien à voir autour du lac de Genève. Enfin, pour en terminer avec ces exemples, je ne pouvais pas ne pas parler, et je suis certaine que vous l'attendez tous, de la famille de Charles Manson. Charles Manson, il a eu une enfance assez difficile puisque son père ne l'a absolument jamais reconnu et sa mère, qu'il a eue quand elle avait tout juste 16 ans, était en fait une prostituée qui a perdu sa garde quand il avait 5 ans. Donc il a été élevé, je crois, par de la famille un peu lointaine. Mais déjà, c'est un premier indice parce que on sait très bien que si vous avez un gros manque, un gros déficit d'affection, d'amour, d'attention dans les toutes premières années de votre vie, donc vraiment quand on est un bambin, ça a forcément des répercussions sur le développement psychique ultérieur. Soit ça va créer un trouble, soit ça va forcément au moins créer un manque ou un problème d'estime de soi ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment le premier élément assez important à propos de la vie de Charles Manson. Quand il a eu 14 ans, il a été interné dans une maison de correction pour jeunes à cause d'un vol en fait, donc pas quelque chose de trop grave. Et il a été vu par des médecins qui l'ont évalué et qui ont dit qu'il était intelligent mais agressivement antisocial. Arrivé en 1967, Charles Manson, il a 32 ans et à ce stade-là, il a déjà passé à peu près la moitié de sa vie en temps d'années en réclusion pour des délits, des vols, de la petite délinquance en fait. Et donc là, on est en 67, il sort et il décide de s'installer à San Francisco. Le grand rêve de Charles Manson, ça a toujours été de devenir quelqu'un de célèbre dans le monde de la musique. Sauf que ça n'a jamais vraiment réussi, je pense en partie parce qu'il n'avait pas énormément de talent, mais aussi de manière, j'ai envie de dire, hasardeuse, parce que qu'est-ce qui touche, le succès touche des fois des personnes, une personne et pas celle d'à côté, c'est comme ça, il y a des tas de gens qui sont très doués aussi qui réussissent pas. Mais voilà, il a jamais vraiment trop réussi dans le monde de la musique et je pense que ça lui a vraiment créé une grosse frustration. Ça aura une petite incidence, je pense, sur le développement ensuite des événements. Alors comme je vous l'ai dit, on se trouve en Californie dans la fin des années 60 et Charles il va commencer à s'entourer d'une communauté de hippies qui est essentiellement féminine. Et il va en fait prêcher une doctrine qui est un petit peu dérivée de la scientologie. Il va aussi répandre des histoires d'amour libre et puis il se présente comme la réincarnation du Christ.
Charles Manson et toute sa bande, ils vont s'installer dans un ranch au fin fond du désert qui s'appelle le Span Ranch. Et puis là, ils vont avoir ce qu'on peut appeler une sorte de vie familiale avec un modèle plutôt patriarcal. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie autour de Manson. En fait, c'est plutôt justement Manson et tout gravite autour de lui. Donc à la limite, vous pourriez dessiner comme des sortes de cercles avec Charles au milieu, ceux qui lui sont proches et puis ceux qui sont un peu plus éloignés. Mais il n'y a pas de système, de grade ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment juste Charles et les autres. Et c'est aussi à partir de cette période-là qu'ils vont commencer à se désigner en tant que famille. Charles, il avait des relations sexuelles avec chacune des filles du groupe et puis il les utilisait aussi comme une monnaie d'échange en fait sexuelle. Par exemple, le ranch dans lequel ils étaient, il payait le propriétaire avec des faveurs sexuelles de ses fidèles à lui. Et puis au ranch, il consommait également pas mal d'alcool et de drogues, notamment des drogues psychédéliques comme le LSD. Et en fait, Manson, il faisait semblant de consommer ces drogues-là et il laissait les autres en prendre, mais lui, il en prenait pas. Comme ça, il restait vraiment maître de toutes ses capacités. Et puis, il pouvait ensuite faire des discours et commencer à leur implanter des idées dans la tête. Selon le témoignage de Denny Wilson, qui est le célèbre chanteur du groupe des Beach Boys, il a connu Manson pendant une petite période. Il l'a même d'ailleurs accueilli dans sa maison avec toutes les filles. Ils ont vécu ensemble et puis lui, il le décrivait en fait comme quelqu'un de lunatique et violent. Donc d'ailleurs, ça s'est assez mal terminé entre eux. Il a fini par mettre Manson à la porte à cause de ça. Et en 1968, on a vraiment un événement très important dans la vie de Charles Manson. Les Beatles sortent un album qui s'appelle l'album blanc, qu'il va énormément écouter. Il l'écoutait quasiment en boucle tout le temps. Et pour lui, il y a des messages qui sont cachés à l'intérieur de certaines des chansons et il arrive plus ou moins à les décrypter. Notamment, il y a la chanson qui s'appelle Helter Skelter et à la base, je crois que ça parle d'un manège ou un truc comme ça. Mais pour lui, en fait, il interprète les paroles comme si c'était la prophétie que les Afro-Américains vont se soulever, ils vont se révolter et ils vont tuer, massacrer tous les Blancs. Alors Manson, il se dit qu'il faut absolument déclencher une guerre raciale pour éliminer le risque d'être agressé par des Afro-Américains. Son tout premier plan, ça va être de sortir lui aussi un album de musique, un petit peu à la manière des Beatles, avec des messages cachés aussi à l'intérieur, et qui ferait que quand les gens l'écouteraient, eh bien ça déclencherait justement la fameuse guerre qu'il attend tant. Mais le problème, c'est qu'au final, produire cet album, ça demande quand même beaucoup de temps, d'énergie, et j'ai envie de dire peut-être aussi de talent. Et finalement, il se dit non, c'est pas suffisant, donc il change de plan et c'est là qu'il va élaborer son fameux plan qui est en fait de massacrer des personnes blanches, riches et célèbres et de faire porter le chapeau aux Afro-Américains pour que l'opinion publique se soulève et qu'on les renvoie tous chez eux ou j'en sais rien quel était son but ultime. Mais donc c'est vraiment le plan qu'il va commencer à établir. Alors il y a effectivement eu des crimes vraiment atroces qui ont été perpétrés et ce qui est vraiment intéressant c'est que Manson n'a jamais été présent sur les lieux du crime. Il a en fait envoyé ses adeptes le faire à sa place mais il s'est jamais vraiment sali les mains et il a finalement été arrêté et reconnu coupable de ces meurtres-là. Donc je crois que c'était vraiment une première dans l'histoire aux États-Unis parce qu'il a été reconnu coupable de meurtres qu'il n'a pas fait directement. Mais au final, l'accusation a réussi à montrer qu'il avait tellement modifié la façon de penser de ses adeptes, qu'il les avait tellement lavé leur cerveau, qu'il a fini par utiliser ses adeptes comme si c'était des armes. What were you thinking of when you saw Linda Kasabian yesterday? I was thinking of how pretty she looked. Are you upset with Linda? No, not at all. Do you think she will testify for the prosecution? That's up to Linda. Oh, yeah, care? Care? Yeah, whether she does or not. That's up to her. She hasn't got anything to do with it. But don't you have any feelings about it? Feelings? All my feelings are good. This is a chance. The sun was out this morning, you notice?
Manson, il avait vraiment une énorme influence sur ses adeptes. C'est vraiment quelque chose de très très flippant, je trouve. Et ça s'est vu par exemple pendant le procès, parce que le premier jour du procès, il est arrivé avec une espèce de croix qui s'était fait tatouer ou scarifier sur le front. Ça, c'était en fait sa manière à lui de montrer qu'il était un peu le rejet de la société, qu'il se mettait à l'écart, qu'il était en marge et tout. Donc ça, il a fait ça quand il était en prison, et ses adeptes, que ce soit ceux qui étaient aussi en prison à attendre le procès et ceux de l'extérieur, ils se sont tous mis dans les jours qui ont suivi à porter eux aussi l'espèce de croix sur le front en signe qu'ils suivaient toujours leur gourou. Il y a pas mal d'images d'archives où on peut voir les filles qui ont un comportement mais complètement surréaliste au moment du procès. On les voit qui sont en train de chanter, de danser, de rire, d'insulter les gens. Et elles ont l'air vraiment de complètement être ailleurs. Je veux dire, on dirait pas qu'elles sont à leur propre procès. Et elles ont l'air d'avoir absolument aucune émotion. C'est super super bizarre quoi, parce que elles donnent cette impression d'insouciance, mais on dirait presque qu'elles sont creuses et qu'il y a genre plus rien à l'intérieur. Answer a couple of questions for us. What do you think of Mr. Morty's proceedings? I didn't think anything about it. What about Do you want a, I think she's awful pretty. do you want a press conference, Tony? I don't fear for anybody's testimony. Think Charles would have a news conference? I don't Would you know. like to have a news conference? Sure. D'ailleurs, ni elle ni Charles Manson n'ont évoqué le moindre remords à propos des crimes qu'ils avaient commis. Et j'ai entendu dire que les filles avaient ce comportement-là parce que Charles les avait tellement manipulées qu'il avait fini par les tuer à l'intérieur comme une mort émotionnelle totale. Et du coup, elles ressentaient absolument plus rien. Elles ressentaient ni des remords, ni même des inquiétudes pour elles-mêmes. Enfin, elles avaient juste plus rien à l'intérieur. Et c'est vraiment hyper flippant, surtout quand on voit des photos et des vidéos, des extraits de ce procès-là, parce que c'est vraiment c'est plus des êtres humains en fait. Enfin, c'est trop bizarre. Alors la question que je me suis posée, c'est une question un peu délicate, et de savoir si les gourous sont véritablement fous. C'est une question assez épineuse et finalement j'ai pas trouvé de réponse vraiment, parce que les avis sont assez partagés. D'un côté, on peut comparer les gourous de sectes à certains grands dictateurs qui ont eux aussi créé des états totalitaires, imposé leur doctrine à des gens et aussi créé parfois des gros massacres. Ce sont des personnes qui finalement ont été jugées responsables de leurs actes, dans le sens où elles savaient entre guillemets faire la différence entre le bien et le mal, mais elles se sont laissées emporter par leurs idéologies à elles. Et elles ont pu faire des choses absolument horribles sans empathie. Mais quand on est jugé responsable de ces actes, eh bien on est par conséquent pas fou quoi. Après, il y a certains autres professionnels de santé mentale qui ont étudié un petit peu les sectes et notamment la psychologie des gourous, qui ont dit que les gourous seraient en fait des sortes de psychopathes. C'est le cas par exemple de la très célèbre psychiatre et psychologue Margaret Singer, qui elle a vraiment beaucoup travaillé sur le sujet des sectes. Elle s'est vraiment beaucoup plongée là-dedans, et elle déclare que tous les gourous sont forcément des psychopathes. Bon, alors quand on parle de psychopathes, il y a quand même énormément de choses à dire. Je pense que ça mériterait une vidéo entière sur le sujet là, mais juste pour vous situer, en fait c'est un trouble de la personnalité qui se caractérise normalement par un manque d'empathie et des comportements qui sont dangereux et criminels. Donc ok, ça peut effectivement correspondre à ce qu'on a dit sur les gourous. Après, je sais pas s'il n'y a pas quand même certaines différences, des choses comme ça. Je vous avoue que je sais pas. Cela dit, une personne qui est psychopathe, en général, n'est pas considérée comme folle, et on va aussi dire qu'elle est responsable de ses actes. Donc
Ça dépend en fait comment vous définissez vous la folie. Est-ce que la folie c'est juste vraiment avoir un délire totalement en rupture avec la réalité, ou est-ce que c'est justement ne pas être capable de ressentir certaines émotions? Je sais pas, à chacun d'avoir sa propre définition. En tout cas, aujourd'hui en psychologie, c'est pas considéré comme être fou ça. Bon, pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, on a donc forcément certains points communs qui reviennent tout le temps avec les gourous de secte. Le fait que ce soit des personnes qui sont extrêmement charismatiques, qu'elles utilisent la manipulation mentale, qu'ils isolent les adeptes de manière à les sortir de la société et à pouvoir les manipuler plus facilement, qu'ils jouent avec la peur, qu'ils font des promesses de fin de monde, etc. Donc ça c'est des choses qui reviennent quand même un petit peu dans toutes les histoires que j'ai pu vous présenter aujourd'hui, et aussi dans d'autres histoires de sectes si jamais ça vous intéresse. Mais il y a quand même des différences. Je trouve que c'était intéressant de voir les différentes variantes, parce que quand on a regardé Jim Jones avec le Temple du Peuple, c'est vraiment cette secte extrêmement totalitaire qui joue sur la peur, qui fait vraiment presque physiquement une menace. Quand on a vu l'ordre du Temple solaire, c'était complètement différent. Je veux dire, là c'était carrément un délire totalement fanatisme religieux, avec la promesse d'une réincarnation vers une vie meilleure si on se suicide. Et puis dans le cas de Charles Manson, bon, c'est un petit peu particulier, mais je trouvais intéressant de voir qu'il a quand même vraiment utilisé les drogues pour rendre les personnes beaucoup plus dociles et pouvoir en faire beaucoup plus ce qu'il voulait. Donc voilà, il y a quand même toutes ces différences-là. Je sais pas si vous avez trouvé que c'est des différences fondamentales ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette vidéo est normalement maintenant terminée. J'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Enfin non, il y a encore plein d'autres choses à dire, comme je vous l'ai déjà dit dans le premier épisode, mais il y a tellement de choses à dire que sinon la vidéo ne s'arrêterait jamais. L'espace commentaire est là aussi si jamais vous avez envie d'apporter des précisions sur les histoires. J'espère que le format que j'ai utilisé vous a intéressé, parce que je trouvais que c'était plus intéressant en fait que je vous raconte pas forcément l'histoire juste des crimes que les sectes avaient pu commettre, parce que ça se trouve assez facilement au final, et je me suis dit pourquoi pas prendre un angle un peu différent et plus parler vraiment de la psychologie, etc. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéressait, et si jamais vous voulez que je vous fasse des vidéos beaucoup plus traditionnelles entre guillemets sur les sectes, j'y prendrai énormément de plaisir, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur ce sujet là. Je peux aussi vous donner quelques références si jamais ça vous intéresse. Je pense que je vais mettre dans la barre d'infos absolument tous les noms de documentaires que j'ai pu utiliser pour l'épisode 1 et pour l'épisode 2. Il y en a beaucoup qui sont sur Netflix et les autres sont sur YouTube, donc c'est assez facile d'accès. Je voudrais vraiment terminer cette vidéo en vous rappelant à tous de faire attention, essayez de vraiment toujours faire marcher votre esprit critique, parce que c'est sûr et certain que quand on voit des histoires de sectes, on trouve que c'est un peu débile, mais en vrai ça peut aller plus vite qu'on ne le pense. Et surtout sur internet aujourd'hui, notamment là, vous écoutez ce que je vous dis, mais je veux vraiment à aucun moment dire que moi je sais les choses et que je vous transmets un savoir et tout ça, ou que moi je sais mieux que vous. Méfiez-vous toujours des personnes qui disent qu'elles ont un peu la connaissance absolue. En général ça pue. Franchement, je vous le dis, c'est tellement plus sain en fait d'être capable de se poser des questions, de se remettre un petit peu tout le temps en doute, de toujours avoir besoin de se renseigner plus, et aussi d'accepter le fait que les autres peuvent nous apporter quelque chose. Que voilà, si jamais vous tombez sur quelqu'un qui vous dit qu'il sait tout mieux que vous, et qu'il peut tout vous apprendre, et que vous le sentez un peu se sentir supérieur, faites attention, c'est pas forcément un gourou de secte, mais je pense que c'est quand même pas quelqu'un de bon pour vous dans votre vie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer votre lumière. 1, 2, 3, 4.